Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'exercice de linguistique du CAPES externe d'anglais et la version. Donc vous savez, vous pouvez avoir soit des questions sur le thème, soit des questions de linguistique sur la version, ou bien les deux, c'est-à-dire à la fois des questions de linguistique sur le thème et des questions de linguistique sur la version. Donc il faut bien préparer les deux types d'épreuves. Et en fait, je parle de deux types d'épreuves parce qu'à chaque fois, évidemment, c'est de la linguistique, mais la méthode des questions de linguistique appliquées à la version est légèrement différente de celle des questions de linguistique appliquées au thème. Alors, quand je dis légèrement différente, c'est simplement une question de plan. Quand je vous ai expliqué la méthodologie des questions de linguistique appliquées au thème, je vous ai expliqué que le jury attendait, d'après le rapport de 2018, le jury attendait un plan plutôt en 3 étapes. Pour la version, pour les questions de linguistique appliquées à la version, le jury attend un plan en 5 étapes. Donc je vais essayer de vous décrire ces 5 étapes. La première étape, c'est celle de la description des segments. Donc là, on est dans quelque chose de très semblable à ce que je vous ai déjà expliqué pour le thème. Description des segments, donc vous avez le texte de version, il y a plusieurs segments qui sont soulignés et vous devez décrire chacun des segments soulignés. Donc vous écrivez grand 1, description des segments, ensuite vous écrivez description du segment numéro 1, deux points, et là vous rédigez une description du segment numéro 1. C'est-à-dire que pour reprendre l'exemple d'un groupe verbal, si vous avez un groupe verbal à analyser, il faut dire quel est le verbe lexical, identifier les temps, les aspects, éventuellement la voix active ou passive et les auxiliaires modaux. Ça fait partie de la description. Donc vous décrivez le groupe verbal en lui-même et vous allez aussi décrire le groupe verbal dans son contexte, c'est-à-dire que vous allez vérifier si c'est le groupe verbal principal ou le groupe verbal une proposition subordonnée. Si c'est dans une proposition subordonnée que ce groupe verbal apparaît, il faudra identifier quel type de proposition subordonnée. Et bien sûr, vous pouvez indiquer si le verbe est transitif, intransitif, c'est-à-dire est-ce qu'il a un COD, est-ce qu'il a un COI, est-ce que c'est un verbe d'état, quel est son sujet. Donc ça, c'est l'analyse de la forme dans son contexte immédiat et vous ajoutez, tout comme nous l'avions fait pour le thème, des précisions quant au contexte d'apparition. Est-ce que la forme soulignée apparaît dans du récit ou bien dans du discours? Est-ce que c'est du discours indirect? Est-ce que c'est du discours indirect libre? Est-ce que c'est du discours direct? Tous ces éléments sont importants parce qu'ils peuvent jouer un rôle lors de l'analyse ensuite de votre forme. Pour l'instant, nous en sommes à l'étape de la description. Donc, vous avez décrit le segment 1 en lui-même, dans son contexte, vous avez dit dans quel plan d'énonciation il apparaissait, vous écrivez description du segment 2, deux points, et vous faites la même chose. S'il y a un segment 3, vous écrirez à nouveau en allant à la ligne, description du segment 3, deux points, et à nouveau vous rédigerez la description du segment 3, description du segment en lui-même, dans son contexte, et précision quant au plan d'énonciation dans lequel il apparaît. Donc ça, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape, donc vous faites un grand 2, qui s'appelle identification des marqueurs communs et spécifiques. Alors cette deuxième étape, ce grand 2 est une étape qui est en fait très très rapide. C'est-à-dire que par rapport à la première étape qui va peut-être vous prendre 1 à 2 pages, la deuxième étape, le grand 2, ce qu'on appelle le grand 2, identification des marqueurs communs et spécifiques, va se résumer peut-être à 4 ou 5 lignes. Qu'est-ce que cela signifie, identification des marqueurs communs et spécifiques? Eh bien, en fait, dans cette deuxième partie, si l'on peut appeler ça une partie, vous faites la synthèse des marqueurs que vous avez identifiés pendant votre description. Par exemple, si dans le segment 1, vous avez trouvé un prétérit et l'aspect bi plus ing, eh bien, vous allez indiquer que vous avez trouvé le prétérit, le bi plus ing dans cette deuxième étape.
Si dans le segment 2, vous avez trouvé le prétérit et l'aspect have plus en, vous allez ajouter comme marqueur l'aspect have plus en. Vous aurez eu 2 fois le prétérit dans le segment 1 et dans le segment 2, mais seulement une fois l'aspect be plus ing dans le segment 1, par exemple, et une fois l'aspect have en dans le segment 2. Donc là, quand on vous dit d'identifier les marqueurs communs et spécifiques, le marqueur commun, ce sera le marqueur ED du prétérit, et les marqueurs spécifiques, c'est-à-dire spécifiques à un des segments ou à 2 des segments si vous en avez 3, ce sera, dans l'exemple que je vous donne, eh bien, be plus ing pour, si je me souviens bien, le segment 1 et have en pour le segment 2. Donc, il faut bien faire attention dans cette deuxième étape. En fait, vous procédez à un recensement de tous les marqueurs que vous avez identifiés pendant la description durant l'étape numéro 1. Et vous séparez d'un côté les marqueurs qui sont communs à plusieurs segments, avec de l'autre côté les marqueurs qui sont spécifiques à un seul segment ou peut-être seulement 2 des segments si vous en aviez 3 ou si vous en aviez 4 à analyser. C'est tout ce qu'on vous demande ici. C'est vraiment un recensement. C'est pour ça que c'est une toute petite étape, une toute petite partie. C'est un petit peu bizarre d'ailleurs, ce plan, mais c'est ce que l'on vous demande au CAPES. Donc, on vous demande de faire cette deuxième étape. Vous identifiez les marqueurs communs. Vous dites les marqueurs communs aux 3 segments sont, 2 points, le marqueur ED du prétérit. Les marqueurs spécifiques au segment 1 sont B plus ing. Le marqueur spécifique du segment 2, eh bien, c'est have plus en. Et pour le segment 3, bon, je ne vous en ai pas donné d'exemple, mais ça pourrait être, je ne sais pas, le marqueur du passif, par exemple, alors que les 2 autres seraient à l'actif. Voilà l'idée générale. Il s'agit d'identifier. Pourquoi cette étape est-elle importante? Eh bien, parce que si vous vous méprenez sur cette identification, si vous pensez qu'il faut seulement donner les marqueurs que les groupes verbaux ont en commun, eh bien, dans la troisième étape, où on vous demande cette fois-ci de donner la valeur fondamentale du ou des marqueurs, dans la troisième étape, vous risquez de ne donner que les valeurs fondamentales des marqueurs communs. Or, dans la troisième étape, donc le grand 3, valeur fondamentale du ou des marqueurs, vous devez donner les valeurs fondamentales de chacun des marqueurs relevés, que ce soit un marqueur commun à plusieurs segments ou un marqueur spécifique à un seul segment. Vous comprenez donc l'importance de la deuxième étape. Il faut bien recenser tous les marqueurs identifiés, puisque si vous en oubliez un, eh bien dans la troisième étape, il va manquer des descriptions théoriques et vous allez être pénalisé à ce moment-là. Donc dans la troisième étape, on vous demande d'identifier, après avoir identifié les marqueurs communs et spécifiques dans la deuxième étape, dans la troisième étape, on vous demande d'analyser les valeurs fondamentales de ces marqueurs. Mais attention, on vous demande les valeurs fondamentales en théorie. Il ne s'agit pas dans cette étape, il ne faut surtout pas dans cette étape commencer l'analyse des segments soulignés. Ce que l'on vous demande dans cette étape, c'est de faire un mini-cours avec des exemples anglais à vous, de faire un mini-cours sur les valeurs fondamentales de ED, rupture temporelle, rupture modale, les valeurs fondamentales de B plus ing, si je reprends les exemples que j'ai donnés, et les valeurs fondamentales de have plus en. Alors, il faut avoir l'esprit très synthétique puisque vous avez très peu de temps pour traiter toutes les questions qui vous sont données lors du CAPES. Donc, il faut en très peu de temps réussir à dire le minimum vital sur, dans mon exemple, ED, have en et B plus ing. Vous utilisez des exemples de votre invention. Vous avez besoin de vous appuyer sur des exemples. Vous ne pouvez pas parler en théorie. Donc, vous utilisez ici des exemples à vous que vous avez appris en cours d'année, que vous avez fiché, retenu, mémorisé, et vous construisez un mini-cours sur, dans le cas qui nous occupe, le prétérit, be plus ing, et ensuite have en. Donc vous prenez chacun des marqueurs, tour à tour, et vous les analysez. En théorie, en dehors des segments soulignés.
Ça, c'est la troisième étape. Dans la quatrième étape, donc le grand 4, vous procédez à l'analyse des segments en contexte. Donc, c'est seulement dans la quatrième étape que vous allez analyser les segments soulignés. Vous les avez décrits dans la première étape. On attend la quatrième étape, la quatrième partie, pour analyser ces segments en contexte. Donc, c'est là que vous allez reprendre le segment 1, le segment 2, éventuellement le segment 3 s'il y en a 3, et que vous allez procéder à une analyse détaillée du fonctionnement, pour le segment 1, du marqueur ED en association au marqueur BPCNG. Puis, vous passerez au segment 2 et vous ferez une analyse détaillée en tenant compte du contexte du segment 2, c'est-à-dire du prétérit associé à has plus en. Là, vous devez ne pas redécrire, puisque la description, vous l'avez déjà faite dans la première partie, dans la première étape. Vous devez véritablement analyser, c'est-à-dire que vous allez mobiliser les connaissances théoriques dont vous avez fait la synthèse dans la troisième étape. Vous allez les mobiliser à nouveau, mais pour les appliquer au segment souligné en contexte. Et il faut absolument tenir compte du contexte. Là, il faut vraiment être très précis, montrer que vous avez compris le texte, montrer que vous avez vu les spécificités de l'emploi de tel ou tel segment souligné, montrer que ici, dans le segment 1, par exemple, le marqueur ED a une valeur modale pour telle ou telle raison. Expliquer, décortiquer le contexte d'apparition de ce prétérit en B plus ING. Expliquer, décortiquer pourquoi on a B plus ING, c'est-à-dire identifier, puisque c'est un aspect dont je vous parle, le point de vue, le moment repère point de vue, voir si vous avez affaire plutôt à une valeur, à une valeur modale, à une valeur de reprise ou à une valeur d'inaccompli de B plus ING. Là, vous appliquez les connaissances théoriques que vous avez exposées dans la troisième étape, vous les appliquez dans la quatrième étape à l'analyse des segments proprement dits. Et là, vous prenez segment 1 d'abord, et ensuite vous refaites la même chose pour le segment 2. Et si vous avez 3 segments, vous refaites la même chose pour le segment 3. À chaque fois, vous mettez segment 1, segment 2, segment 3. Alors, il n'est pas nécessaire de réécrire à chaque fois toute la phrase de segment. Si vous l'avez écrit une première fois dans votre première étape, segment 1, et vous avez recopié la phrase dans laquelle apparaît le segment 1, ça peut suffire. Hein. Il n'est pas nécessaire de réécrire à chaque fois la phrase qui contient votre segment 1. Donc, vous pouvez ensuite vous contenter de dire segment 1, segment 2, segment 3, à partir du moment où vous avez bien identifié le segment 1, le segment 2 et le segment 3 dans la première étape, c'est-à-dire dans l'étape descriptive. Donc, dans cette quatrième étape, il faut vraiment expliquer, mobiliser vos connaissances. Et encore une fois, on vous demande des connaissances universitaires. Il n'est pas question de dire Babi plus ING ici, il est utilisé parce qu'il marque la durée, l'action est progressive. Non, non, ça ne marchera pas. Hein, ce sont des explications faciles qu'on utilise parfois au collège, mais au CAPES, ce n'est pas ce qu'on vous demande. On va vous demander de prendre en compte le moment repère point de vue, d'identifier l'origine du point de vue et de décortiquer le fonctionnement de B plus ING et d'identifier son effet de sens en contexte. Encore une fois, généralement, il s'agit de savoir s'il y a une valeur plutôt d'inaccompli par rapport au moment repère point de vue, une valeur de reprise, et alors il faut voir ce qui est repris, c'est une situation, si ce sont des paroles, ou une valeur modale, et à ce moment-là, il faut faire une petite paraphrase éventuellement pour montrer que vous pourriez paraphraser par un want. Là, je vous renvoie à vos connaissances sur l'aspect B plus ING. Vous voyez que c'est ici que vous allez les mobiliser le plus parce que non seulement il va falloir avoir les connaissances théoriques, vous en aurez fait la synthèse dans l'étape numéro 3, mais en plus, dans cette quatrième étape, il va falloir montrer que vous êtes capable de véritablement exploiter ces connaissances théoriques, que vous savez les utiliser en contexte et que vous comprenez bien l'anglais. C'est ça qui est important. Donc là, c'est une étape décisive puisque vous montrez vos capacités d'analyse, votre compréhension de la linguistique. Ensuite, vous allez passer à la cinquième partie, la cinquième étape, c'est-à-dire que vous allez traduire vos segments soulignés et justifier les choix de traduction. Alors attention, je le dis, je n'ai peut-être pas assez insisté quand j'ai parlé de l'exercice appliqué au thème hier, mais là, dans cette étape-là, quand vous traduisez
les segments soulignés. Surtout, ne commettez pas l'erreur qui consiste à traduire seulement le segment souligné. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple pour un groupe verbal, si vous décidez de traduire un groupe verbal contenant ED et B plus ING par une forme à l'imparfait, ne nous donnez pas simplement le verbe à l'imparfait. Vous nous redonnez toute la phrase d'apparition, vous traduisez toute la phrase ou au moins toute la proposition dans laquelle apparaît ce groupe verbal. Vous traduisez tout l'ensemble en français pour qu'on voit bien comment vous intégrez votre forme verbale, votre traduction de la forme verbale au reste de la phrase. Si vous ne nous donnez qu'un morceau, c'est-à-dire seulement la traduction du groupe verbal, comme on n'a pas le reste, on ne comprend pas bien comment ce groupe verbal s'intègre au reste de la phrase. C'est très important de tout traduire, même si on va vous noter principalement sur la qualité de la traduction et sur surtout l'explication. En fait, ce qu'il faut comprendre ici aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas vous contenter de traduire. Parce que normalement, la traduction, vous nous l'avez déjà donnée en thème et version. Donc, vous êtes déjà noté pour ça en thème et version. Ce qui nous intéresse ici, c'est que vous nous rappeliez en fait la traduction que vous avez choisie en contexte, vous contextualisez cette traduction, mais surtout, ce qu'il faut faire ici, c'est justifier votre choix de traduction. Il faut indiquer si c'était le seul choix de traduction, selon vous, s'il y avait éventuellement plusieurs choix de traduction, et alors il faut expliquer pourquoi vous avez préféré celui-ci à un autre, et il faut décrire précisément ce choix. Encore une fois, si vous utilisez un imparfait, eh bien, il va falloir expliquer que vous utilisez de l'imparfait, de l'indicatif. Ne dites pas imparfait, il y a de l'imparfait, de l'indicatif, mais il y a aussi, par exemple, de l'imparfait du subjonctif. Donc, il faut bien identifier la forme soulignée et il faut être capable d'avoir quelques petites connaissances tout de même sur ce qu'est l'imparfait, comment il fonctionne en français pour justifier cet emploi que vous utilisez. Il faut que vous puissiez mettre en relief éventuellement des procédés de traduction. Si vous avez traduit par exemple un phrasal verb, vous allez expliquer les règles de chassé-croisé, les règles de transposition, les transformations que vous avez faites, les changements de catégorie. Il faut bien expliquer votre traduction. Il ne faut pas vous contenter de dire j'ai traduit ça parce que ça passait mieux, ça sonnait bien, c'était plus élégant, c'était plus joli, c'était mieux que. Non, ça, c'est pas de l'explication grammaticale. Vous allez expliquer avec des termes linguistiques. Il vous faut des connaissances minimales, mais il en faut tout de même sur le français. Donc sur les groupes verbaux, sur les formes verbales françaises, sur les déterminants, sur les structures syntaxiques françaises, etc. Donc, vous ne pouvez pas réussir l'exercice dont je vous parle d'explication linguistique, que ce soit sur la version ou le thème, si vous n'avez pas des connaissances grammaticales et linguistiques sur le français et surtout l'anglais, mais le français et l'anglais, puisque généralement les sujets tombent sur des problèmes de traduction. C'est la base en fait de l'exercice. On vous donne à analyser ce qui pose problème à traduire, ce qui pose des problèmes à des Français pour passer de l'anglais au français ou du français à l'anglais. Ce qu'il faut que vous soyez capable d'expliquer plus tard à des élèves en collège, mais surtout en lycée. Vous l'expliquerez sans doute avec des termes moins linguistiques, plus simples. Mais si vous avez des explications bien claires dans votre tête, si vous comprenez exactement comment le système de la langue anglaise fonctionne par rapport au système de la langue française, eh bien, vous serez de bons enseignants parce que vous saurez expliquer le fonctionnement de la langue, comparer les deux langues, le français et l'anglais, et vous aiderez ainsi vos élèves à progresser. En tout cas, c'est le but de cet exercice que l'on vous propose au CAPES. Alors j'espère que ces quelques précisions vous permettent de mieux comprendre comment aborder l'exercice de linguistique appliquée à la version. Vous avez vu qu'il y a un plan légèrement différent du plan que l'on utilise pour le thème. Maintenant, il reste à apprendre à bien décrire, à apprendre à bien analyser. Il vous faut acquérir des connaissances théoriques. Nous avons encore quelques semaines pour réviser ensemble le CAPES de 2020. A priori, vu la situation et même avant que cette situation nous tombe dessus,
La réforme du concours va être repoussée d'1 an. Donc, a priori, si vous voulez commencer à préparer les épreuves du CAPES 2021, eh bien, sachez que ce seront les mêmes. C'est-à-dire que vous aurez encore cet exercice de linguistique appliqué au thème et ou à la version. Donc, vous pouvez dès maintenant, si cela vous tente, commencer à préparer l'épreuve de linguistique du CAPES externe d'anglais. Et je vais continuer à vous faire des vidéos pour vous fournir des éléments théoriques pour vous aider à compléter vos connaissances et vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la langue française et de la langue anglaise. Take care and see you soon.